Certains jours, le jour est si bleu qu'on voit l'avenir à sa porte. Certains jours, le jour est si bleu qu'on voit l'avenir à sa porte. Il fait froid, et là ça éclate. Une fois encore, la terre gonfle ses jupes pour de nouveaux matins. Mille projets sont dans l'air et la vie s'active. Que vas-tu faire de tes mains sans amour? Certains jours, le jour est si bleu qu'on voit l'avenir à sa porte. Certains jours, le jour est si bleu qu'on voit l'avenir à sa porte. Bonjour. Bonjour. Alors, on a pensé qu'il n'y avait pas de plus belle manière de vous accueillir que de le faire avec un texte d'Hélène Cadou et chanté, interprété par Martine Kaplan, qui est venue très souvent à Nantes pour faire entendre la voix de René Guy et Hélène Cadou. Voilà. La rencontre d'aujourd'hui est consacrée à la poésie du XXe siècle. C'est d'ailleurs le thème du 18e Printemps des Poètes, qui débutera le 5 mars, du 5 au 20 mars. L'intitulé exact, c'est Le Grand 20e. Donc c'est une thématique, au fond, d'histoire littéraire, et c'est une traversée que nous allons vous proposer au cours de cette conférence. Une traversée qui est aussi la traversée d'un livre qui, comme vous l'a dit Gwenaëlle Le Dreyff, sort aujourd'hui même de chez l'imprimeur, de sorte que... Il en a l'odeur. Voilà, tout à fait. C'est un peu comme un pain qui sort du four. Il est tout chaud de son temps de fabrication. Et c'est assez émouvant que de vous présenter ce livre qui a nécessité un gros travail pour Christian Poslaniec et moi-même. Bris de verre, les émeutiers du XXe siècle. Le titre, bien sûr, fait référence, discrètement référence, mais tout de même, à un vers d'Apollinaire, un poème d'alcool intitulé Nuit rhénane, dans lequel Apollinaire nous dit ceci: « Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire ». Et ce vers qu'il écrivait V-E-2-R-E peut aussi s'écrire V-E-R-S, puisqu'Apollinaire est celui qui a libéré la prosodie française d'un certain nombre de carcans, qui n'a pas fait que briser l'alexandrin, il est allé bien au-delà. En témoigne ce jeu que nous avons tenu à faire figurer sur la 4e de couverture du livre. Ne serait-ce que la ponctuation, ne serait-ce que l'alignement des vers bien ordonnés, ne serait-ce que
les poèmes qui ne dessinaient rien, parce que lui, il a inventé le dessin poème, qu'on appelle calligramme aujourd'hui, mais qui s'appelait autrement à l'époque. Lui, il appelait ça des idéogrammes. Nous avons commencé presque par la fin, car la chanson que vous avez entendue est la chanson d'un poème d'Hélène Cadou qui figure dans l'anthologie page 200, au 14e chapitre, que nous avons consacré à la chanson. Mais nous allons faire un pas en arrière pour revenir aux origines du grand du XXe siècle, et aux toutes premières années où effectivement un certain nombre de poètes, dont beaucoup sont inconnus aujourd'hui, ont commencé à briser les vers dans tous les sens. Mais auparavant, cet extrait d'un poème du grand poète turc Nazım Hikmet, qui a passé une partie de sa vie dans les prisons turques, poème consacré, vous l'avez sous les yeux, au XXe siècle. Un poème qui nous dit ceci: « Mon siècle ne me fait pas peur, je ne suis pas un déserteur. Mon siècle misérable, scandaleux, mon siècle courageux, grand et héroïque. Je n'ai jamais regretté d'être venu trop tôt au monde. Je suis du XXe siècle et j'en suis fier. Il me suffit d'être au XXe siècle, là où je suis, d'être de notre camp et de me battre pour un monde nouveau. » Ce siècle s'ouvre justement avec l'envie d'en finir avec le monde ancien. À la fin, je suis là de ce monde ancien, disait Apollinaire, et avec le désir de briser les entraves. Faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire? Essayons du grand air. Peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité. Et tandis que la lune, par-delà les marronniers, attelle ses lévriers, et qu'ainsi qu'en un kaléidoscope, mes abstractions élaborent les variations des accords de mon corps, que mes doigts collés aux délices de mes clés absorbent de fraîches syncopes sous les motions immortelles, vibrent mes bretelles. C'est un morceau de texte d'Arthur Cravant, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Il était à la fois boxeur et poète. Il avait créé une revue qu'il imprimait sur du papier boucherie, c'était mieux, et qu'il allait vendre le dimanche au marché dans une petite voiture des 4 saisons. Alors les poètes de ce début de siècle se nomment, et on les retrouve dans ce premier chapitre, Victor Ségalen, Pierre Reverdy, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara, l'un des fondateurs du dadaïsme, Blaise Cendrars, bien entendu, et Arthur Cravant, ou bien encore Pierre-Albert Birot. Ce début de siècle est très vite marqué par celle qu'on appellera la der des der, la Première Guerre mondiale. Dans les gigantesques sillons des tranchées de la der des der, fleurissent par centaines des feuilles de chou, imprimées ou écrites à la main et recopiées. Elles se nomment le mouchoir de Bosch, le torboyau, boum, voilà, le canard poilu, etc. Dans ces journaux de tranchées, le tragicomique affronte l'horreur quotidienne. Organe pour se boyauter, organe des gars hilarants, ou organe des sapeurs télégraphistes en campagne. Ces publications de fortune, sarcastiques, nostalgiques, terriblement vivantes, mettent souvent la poésie à l'honneur. On y croise parfois Roland d'Orgelès ou Edmond Rostand, mais surtout beaucoup d'inconnus et d'anonymes. Ils célèbrent avec ferveur les marraines de guerre et déplorent l'omniprésence des poux, voire des mythes, car
la mitrailleuse est un danger. Il désigne, en rêvant de paix, l'ennemi déclaré qu'est l'embusqué. Ne vaudrait-il pas mieux en faire un régiment, même une grande armée, un troupeau de fantoches qui finirait la guerre? Nous avons introduit chacun des chapitres de cette anthologie par pareille anecdote, une anecdote du même genre, de façon à égayer le regard dès le départ et à montrer que ce ne sont pas seulement des poèmes alignés, c'est des poèmes qui se remettent dans l'air du temps. On a essayé vraiment de se replonger à l'époque de chacun des poèmes. Alors, les poètes que nous publions dans ce chapitre ont eu évidemment un rapport direct avec la guerre. C'est le cas, par exemple, de ce jeune poète américain, Alan Seeger, qui s'engage à 17 ans, qui quitte New York, où il est né, en face de la Statue de la Liberté, pour combattre aux côtés des Français, et qui, quelques mois avant de tomber dans la Somme, écrit ceci: « J'ai rendez-vous avec la mort sur quelques barricades convoitées, quand le printemps reviendra bruissant d'ombre et parfumera l'air des pommiers en fleurs. J'ai rendez-vous avec la mort quand le printemps ramènera les beaux jours. » D'autres inventent dans les tranchées des haïkus à la française, qui ne sont pas nés forcément tous au Japon. En particulier, Julien Vocance. 2 levées de terre, 2 réseaux de fils de fer, 2 civilisations. La mort a creusé sans doute ces gigantesques sillons dont les graines sont des hommes. Au ras du sol depuis 15 jours, mon œil en connaît les moindres bosses, les moindres herbes. Les obus vampires ont soulevé les dalles du cimetière dont les croix chancellent. Dans les vertèbres du cheval mal enfoui, mon pied fait floche. Dans un trou du sol, la nuit, en face d'une armée immense, 2 hommes. Hier, sifflant aux oreilles. Aujourd'hui dans le képi, demain dans la tête. Clac, 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 clac. Ton bruit sinistre mitrailleuse, squelette comptant ses doigts sur ses dents. Voilà, ce sont des textes qui, jusqu'à ces dernières années, étaient totalement oubliés. On avait oublié que des jeunes poètes partis au combat avaient écrit des haïkus à la manière des maîtres japonais et avaient trouvé dans la fragmentation du réel que la guerre apporte, eh bien, quelque chose qui ressemblait à cette esthétique très novatrice que ces courts poèmes de 3 vers apportaient dans la littérature. À la même époque, autres éclats de vers, Apollinaire invente les idéogrammes et Pierre-Albert Birot prend également, lui, il fait des poèmes idéographiques, qu'il appelle ça. Voilà, ça c'est Pierre-Albert Birot, hein. L'esprit moderne. Retardataire, êtes-vous convaincu? Qu'est-ce qui nous a vaincus à Charleroi? L'esprit moderne. Qu'est-ce qui les a vaincus dans la Somme et à Verdun? L'esprit moderne. Allons, cachez-vous, néfaste troglodyte. Et merci Guillaume. Guillaume Apollinaire et sa colombe poignardée et le jet d'eau. L'un de ses textes publiés au Mercure de France en 1918, l'année même de sa disparition. Apollinaire qui nous rend aussi visite, puisque je ne suis pas arrivé avec un seul, mais 2 livres, et notamment ce roman de Raphaël Jérusalemi qui sortira à la mi-février, Les obus jouaient à pigeon-vol, roman absolument formidable qui nous entraîne dans la tranchée
où se trouvait Guillaume Apollinaire, ce 16 mars, plus exactement 17 mars 1916, dans la tranchée des Braves, le jour où Apollinaire, alias Cointreau Whisky, va recevoir un éclat d'obus en pleine tempe. Et ce roman nous raconte de manière, parce que c'est une fiction, de manière tout à fait truculente, parfois très joyeuse, et en même temps avec une certaine gravité, le compte à rebours, les 24 heures qui précèdent l'impact qui va conduire Apollinaire à l'hôpital. Je suis allé il y a 2 ans. Il y a une stèle dans une forêt à l'écart de tout, et j'avoue que j'ai pleuré. Je me permets de vous lire les premières lignes de ce roman. 16 mars 1916, impact moins 24 heures. T'aurais pas l'heure des fois, demande le père Ubu. Le caporal Dontact sort sa montre de sa vareuse. Il presse le poussoir du boîtier. 16h16, presque 17. Qu'est-ce que ça peut lui faire au père Ubu, l'heure qu'il est? Le caporal Dontact attend que l'aiguille des minutes atteigne la 2e petite raie noire après le 3 en chiffres romains et dit « 17 !» Mince, ils sont ponctuels, rudement même, dit Ubu tout bas. Tous les après-midi, à 4 heures et pile, un zeppelin vient survoler les tranchées du bois des Buttes. Pour voir ce qui s'y passe, pour les coordonnées de tir, pour faire peur, il se balade là-haut sans faire de bruit. Père Ubu est persuadé que ça s'appelle un zeppelin parce que dedans, dit-il en prenant l'accent allemand, zeppelin de Bosch. Il n'est pas très malin, le père Ubu, mais costaud. Dans le civil, c'est un fort de la Halle aux Poissons, celle de Marseille. Il doit son surnom à sa bedaine énorme, surmontée d'une tête trop petite. Il est bien content d'avoir été dénommé ainsi, parce qu'Ubu était roi, lui a-t-on dit. Dans la tranchée, chacun a un sobriquet, tel le caporal Dontact, qui est notaire à Vaugeret, près de Lyon. Personne ici n'appelle les autres par leur petit nom. Les Jean, les Raymond, les Michel, ils les ont laissés derrière, à la maison, avec les costumes et les chemises à col, dans les armoires. Jean Pommet, Raymond Garcin, Michel Barrault, des appellations d'état civil qui puent la naphtaline, des inscriptions sur les tombes. Les prononcer portent la poisse. La guerre s'achève, c'est l'armistice, il faut fêter ça. Le Gatavreski boira le vin nouveau. C'est le début du surréalisme où on trouve un certain nombre de poètes qui vont traverser tout le siècle, mais pas forcément en restant dans le mouvement surréaliste. Par exemple, André Breton, Robert Desnos, Paul Éluard, Tristan Tzara, mais bien d'autres encore. À la poste d'hier, tu télégraphieras que nous sommes bien morts avec les hirondelles, facteur, triste facteur, un cercueil sous ton bras. Va-t'en porter ma lettre aux fleurs, à tire d'aile. La boussole est en os, mon cœur, tu t'y fieras. Quelques tibias marquent le pôle et les marelles pour amputer ont un sinistre aspect de l'opéra. Que pour mon épitaphe, un dieu taille ses grêles. C'est ce soir que je meurs, ma chère tombissoire. Ton regard le plus beau ne fut qu'un accessoire de la machinerie étrange du bonjour. Adieu. Je vous aimais sans scrupule et sans ruse, ma folie Méricourt, ma silencieuse intruse. Boussole à flèche torse, annonce le retour. Ça, c'est de Robert Desnos, Les gorges froides. Alors on est en droit de se demander si le surréalisme est une histoire définitivement terminée ou s'il y a encore aujourd'hui, à l'aube, au début du XXIe siècle, des écrivains nourris par le surréalisme.
Eh bien, pour ce chapitre, comme pour les 14 autres chapitres de ce livre, nous sommes allés chercher à chaque fois un contemporain, un auteur très contemporain, susceptible de prolonger le mouvement du XXe siècle auquel ce chapitre est consacré. Et voici le texte que j'ai envie de vous lire. 2 escargots collés sur ma joue. En lui serrant la main, sa main est restée dans ma main. Il est comme ça, lui, vraiment généreux, me suis-je dit, alors que j'essayais de me débarrasser de sa main chaude qui me serrait de plus en plus fort. Lorsqu'il m'a tapé sur l'épaule, son autre main est restée collée à mon épaule. Et quand il s'est approché de moi pour m'embrasser, ses lèvres sont restées collées comme 2 escargots à ma joue. Son sternum s'est détaché, puis est resté collé à ma poitrine. Il est comme ça, lui, à chaque embrassade, il se donne tout entier. Et quand il te regarde droit dans les yeux, tes orbites se vident l'instant d'après. C'est vrai qu'on était très proches l'un de l'autre, mais jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Le voir écorché tout vif devant mes yeux et voir son cœur rebondir à mes pieds, et tout ça pour la seule raison qu'on allait se dire adieu. C'est un texte du poète roumain et dramaturge roumain Matei Vișniec, publié dans un livre intitulé « À table avec Marx ». En 2013, donc tout à fait récent, et aux éditions Bruno Doucet. « 1936. Nous sommes à la fin de l'entre-deux-guerres, une période particulièrement redoutable, une période qui voue les poètes à une certaine bipolarité. Pour une raison toute simple, c'est qu'il se passe à l'Est un certain nombre de choses dramatiques, de grandes voix de la poésie comme Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Osip Mandelstam subissent la répression qui va parfois les conduire dans les camps, mais les poètes français, européens, occidentaux, disons, sont relativement sourds à leur appel. En témoignent par exemple ces phrases qui leur ont pourtant été adressées. Je les cherche, je ne les trouve plus. « Ne nous oubliez pas, nous sommes là, venez-nous en aide ». Dans le même temps, en Espagne, en 1936, la guerre civile éclate, et là c'est une toute autre histoire, puisque la mort de Federico García Lorca en août 1936 va entraîner une solidarité internationale des poètes. Tous sont au rendez-vous de l'histoire, y compris parfois les poètes russes, je pense à Elie Ehrenburg, mais plus proche de nous, eh bien, des poètes comme René Char, Jean Malrieux, qui a écrit Terre des Révolutions, Jean Val, Tristan Tzara, Pablo Neruda, qui organise une publication intitulée « Los poetas del mundo defienden al pueblo espagnol ». Les poètes du monde entier viennent en aide, défendent le peuple espagnol. C'est une publication qu'il mène avec Nancy Cunard, une intellectuelle très proche d'Aragon et d'Elsa Triolet, qui va réunir quantité de poètes de cette époque. Mais que font ces hommes dans le ravin de Visnar, avec des pelles et des pinceaux, des spatules précautionneuses, pattes d'acier? Quand Federico apparaissait, il ne faisait ni chaud ni froid. Archéologues et volontaires, que font ces hommes à genoux? Ce qu'ils déblaient n'a plus de nom, forme à peine. Ce sont débris de vêtements, morceaux de chaussures, boucles de ceinturon. Brisés par l'impact des balles, ce sont phalanges entrecroisées pour la prière, ossements épars, liens en acier
squelette rongé par la chaux, ce sont... Voici le projectile qui a tué, voici les restes de l'amant du jeune facteur, de l'instituteur de campagne, d'un simple paysan, de l'ouvrier sans histoire. Voici les restes de l'histoire. Quand Federico apparaissait, il ne faisait ni chaud ni froid, il faisait Federico. Archéologue et volontaire, verront-ils apparaître le visage du poète, mais non ma sépulture. Ma sépulture est le soleil, ma sépulture gorge de lune. Ô poésie vivante et chaude comme le nid d'un oiseau, tu voles de cicatrice en cicatrice pour apaiser les fleurs d'un pays ravagé par la guerre. Cet extrait d'un long poème qui s'appelle Oratorio pour Federico García Lorca a été écrit par un poète qui n'était même pas né en 1933 et qui s'appelle Bruno Doucet. Voilà. Merci Christian. Alors, nous entrons là, évidemment, dans la grande période peut-être de la poésie du XXe siècle, celle au cours de laquelle les poètes vont s'engager dans la résistance. Et je veux rappeler, même si je l'ai déjà dit ici lors d'une autre conférence, mais que pour les poètes occidentaux, français en tête, la Seconde Guerre mondiale n'a pas commencé en 1939. Elle n'a pas débuté en septembre 1939, mais en 1936, avec la mort de García Lorca, celle de Miguel de Unamuno à Salamanque, ou celle d'Antonio Machado à Collioure. De sorte que lorsque la guerre éclate en septembre 1939, les poètes sont déjà prêts à prendre le maquis, prêts à prendre la plume et à défendre la liberté piétinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu, ou quasiment pas eu, de cas en France de poètes collaborateurs. Des écrivains, des journalistes, de grands éditeurs, des comédiens, des metteurs en scène, des professeurs réputés. Oui, il y en a eu beaucoup, au gré de l'histoire, mais de poètes, non. Alors nous avons tenu à leur rendre hommage dans ce chapitre, et leurs noms sont parfois bien connus. Benjamin Fondane, Paul Éluard, Aragon, mais aussi Jean Tardieu, Guy Vic, et puis des femmes comme Lise de Harme. Édith Thomas, avec son pseudo qui était Anne, car en 1943 et 1944, aux éditions de Minuit clandestine, était publié sous l'égide de Paul Éluard, qui s'appelait Hermant. Dans cette publication était publié ce qu'on a appelé l'honneur des poètes, qui s'intitulait l'honneur des poètes, et où un certain nombre de poètes de cette époque qui avaient pris au moins les armes des mots et qui participaient à la résistance ont publié un certain nombre de poèmes. Et Édith Thomas, qui signait Anne et qui a survécu à cette guerre, a été tout au long du siècle une journaliste, une écrivain, une biographe. Son nom est un petit peu oublié. Elle écrivait « Le serpent, la peau d'un arbre, le poisson tout écaillé, le cheval noir qui se câble en des yeux mal éveillés, le temps, la nuit, la forêt, l'aube par un matin vert, l'églantine sur les haies qui ruisselent d'or et d'air. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je crie, et c'est pour toi, puisque tout le monde se terre, à l'abri des toits, pour tout ce qu'on ne dit pas, pour la haine et les remords, pour les fusillés en tas, pour les mains mortes des morts. À la fin de chaque chapitre, le texte qu'on rajoute, et je vous ai lu celui de Bruno pour Ils ont tué Federico,
Ce texte, à chaque fois, s'appelle texte écho. Et dans le texte écho de cet honneur au poète, quand on lit encore un poème de femme, on voit comment la résistance s'organise dans certains pays, comme la Syrie actuellement. Sur le mur d'une école, le mot « liberté » a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. D'où es-tu? De Syrie. De quelle ville en Syrie? Je suis né à Dara, j'ai grandi à Homs, je me suis épanoui à Latakié, j'ai rajeuni à Banias, j'ai fleuri à Jel Salzegor, j'ai brûlé à Hama, je suis entré en éruption à Edleb, j'ai tonné à Der al-Zour et j'ai été éclair à Kamnichi, puis massacré à Daraya. Qui es-tu? Je suis celle qui leur fait peur. Je suis celle qu'on emprisonne, je suis celle qu'on brûle, je suis celle qu'on tue. C'est moi qui fais fleurir les arbres du cœur quand je passe, qui fait tomber les montagnes de leur hauteur, qui fait revenir l'histoire sur ses pas et qui colore la terre de mon soleil. C'est moi, celle qui crie à la face du dictateur. Celle qui crie, celle qui vit seulement dans les esprits nobles, celle que connaissent seulement les cœurs des héros, celle qui ne marchande pas et qui n'est pas à vendre. Je suis le pain de la vie et son lait. Mon nom est Liberté. Liberté. Ce sont deux poèmes de Maram al-Masri, extraits de son recueil Elvanu, la liberté, publié en 2013 aux éditions Bruno Doucet également. Et qui Maram al-Masri va pas mal se balader pour le Printemps des Poètes. J'espère que vous aurez l'occasion de la voir et de l'entendre en direct. Alors, à la même époque, un éditeur, Pierre Segers, devient le compagnon des poètes résistants. Dès le début de la résistance, il se trouve mobilisé à Nîmes, en septembre 1939. Dans la même caserne où Apollinaire était allé en 1914. Et il réalise qu'il est temps peut-être de changer sa vie en destin, en tout cas de prendre la plume pour défendre lui aussi la liberté, et il va créer aux armées, dans les semaines qui suivent sa mobilisation, une revue, la revue PC. Poète casqué. Ou poste de commandement. Ou poste de commandement. Ou parti communiste. Ou pas. Ce qui serait une façon habile de dire, de la part de Segers, son appartenance à une pensée de gauche et son absolue indépendance à l'égard du parti. De sorte que la véritable signification de PC, c'est bel et bien poète casqué, et il y publie dans cette revue des poètes qui sont engagés au front, puis des poètes qui vont connaître les camps, et qui parfois vont disparaître dans le brasier de la Seconde Guerre mondiale. Septembre 1939. Au-delà des limites de la vie, il y a toujours une vie nouvelle dont les frontières sont inconnues. Au-delà des jours sans souvenir, il y a toujours une condition d'un autre domaine. Il y a toujours un air plus vif, un ciel plus clair. Une aspiration immense dont tu ne te savais pas capable. Une rupture, elle engendre une naissance émerveillée. À la même époque, ou presque, il commence à publier des poètes résistants, des poètes de la paix. Il va continuer toute son existence au point de devenir le poète éditeur du XXe siècle, ou du grand XXe. Il a publié, entre autres, Armand Mongeau, qui a écrit un texte qui s'appelait « Banlieue de Paris ». Des banlieues noires de Paris ont de vieilles petites gares. L'eau billet couleur de souris. On n'y part pas au Baléares, on y fume du tabac gris. Paris a bien des banlieues roses, au samedi d'accordéon, où la jeunesse est toute chose. Au son de la valse à Nison, on oublie la tuberculose. Aux banlieues rouges de Paris,
pousse la rose de justice. La liberté s'y aguerrit. On n'y aime pas la police. L'avenir y fait ses petits. Peuple en lutte pour ton dimanche, nous en sommes au samedi. La misère aura sa revanche. D'Aubervilliers jusqu'à Choisy, Paris aura ses banlieues blanches. C'est dans un recueil qui s'appelait « La colombe au cœur ». Alors, n'oublions pas que Pierre Segers fut l'éditeur de René Guicadou et d'une partie des poètes de l'école de Rochefort. Alors, nous voici véritablement à Nantes. Regardez bien, ces 9 poètes forment un cercle dans la nuit. On a l'impression qu'ils échangent des signaux entre eux, chacun à sa façon, sur les mêmes chemins verts. C'est par ces mots qui sont signés Robert Hossein que s'ouvre en juillet 1970 un numéro de la revue Poésie 1, vendu 1 franc, consacré à l'école de Rochefort. Alors, l'envie nous prend immédiatement de nommer ces 9 poètes que mentionne Robert Hossein. D'ailleurs, la liste pourrait aller au-delà de 9. Il y a là, bien entendu, René Guicadou, Marcel Béalu, Luc Berrimont, Jean Bouillet, Michel Manol, Jean Roustelot. Je pourrais ajouter Jean Follin, je ne sais pas si je l'ai dit. J'en oublie. J'oublie les femmes. Les femmes qui ne figurent pas dans ce numéro de Poésie 1, précisément. Et il y avait en particulier Yannette de l'Étang Tardif et, bien sûr, Hélène Cadou. Quand te retrouverai-je, ma demeure fraternelle, toi qui n'es pas de cette terre, ô mon pays des seuls regards intérieurs, où la verdure prend racine dans l'espace. Me souviendrais-je encore de toi si tu n'étais mon impossible merveille, profil de mon pays, le plus beau sur la mer, le plus fier sous les nuages. 1000 ouvriers façonnent ton image et tu surgis dans la lumière, plus haut qu'un tournesol géant. Toi qui étales la chevelure de tes forêts et la ceinture de tes fleuves, toi qui élèves la hampe des montagnes et distribues le pain d'une saison vermeille, j'accueille ta mémoire afin que se réveille un nouvel espoir dans ton sein. Le vin de mon pays empourpre les roses villageoises et les rivières emportent vers l'océan des cargaisons fertiles de désir, tels des arbres qui vont refleurir sur des continents enfin libres. Alors, la transition est merveilleuse. Nous sommes à Nantes, à la fin des années 40, au début des années 50, et même au-delà, après la disparition de René Guicadou. Nantes et sa région est devenue la capitale de la fraternité littéraire, artistique. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de l'océan ? Il se trouve que ça a commencé un tout petit peu plus tôt, en 1931, tandis qu'au théâtre des Champs-Élysées, la revue nègre bat son plein, tandis que sur les murs s'affiche le noir visage hilar proclamant « Y'a bon, Banania !» et qu'au bois de Vincennes se déroule l'exposition coloniale internationale, un jeune Martiniquais arrive en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques à Paris. Dès le premier jour, raconte-t-il, ouvrez les guillemets, je vois arriver un petit bonhomme noir, de grosses lunettes, blouse grise comme en portaient les internes, avec à la ceinture une ficelle au bout de laquelle pendait un encrier vide. Le stylo n'était pas si à la mode que ça. D'où viens-tu ? Comment t'appelles-tu ? Aimé Césaire, de Martinique. Moi, Léopold Sédar Senghor, Sénégal. À la même époque, d'autres poètes d'outre-mer font leurs études supérieures dans l'Hexagone. Léon Gontran Damas, qui vient de Guyane. Birago Diop, originaire également du Sénégal. Guy Tyrolien, qui est né en Guadeloupe.
Et en 1934, mu par l'envie d'apporter à la vieille Europe des éléments neufs d'humanité, ils fondent ensemble l'Étudiant noir. C'est dans ce journal qu'apparaît pour la première fois le mot négritude. Alors Christian vient de le dire, les fondateurs de ce mouvement de la négritude, c'est un trio de copains, Aimé Césaire en Martinique, Léon Gontran Damas en Guyane et Léopold Sédar Senghor qui nous vient du Sénégal. Tous les trois, vous le remarquerez au passage, sont non seulement de grands poètes, mais aussi des hommes politiques. Ils ont d'ailleurs rencontré un certain Georges Pompidou, qui était au même moment dans le même lycée, le seul président de la République française de la 5e qui ait fait une anthologie de poésie. Bon, ne désespérons pas. Même si nous ne sommes plus au XXe siècle. Tu vas te faire élire ? Alors, je voudrais vous lire un texte qui a été écrit par un poète qui appartient à la génération suivante. Un poète haïtien qui écrit ceci. La machine singère. Une machine singère dans un foyer nègre, arabe, indien, malais, chinois, anamite, ou dans n'importe quelle maison sans boussole du tiers-monde, c'était le dieu Lard qui raccommodait les mauvais jours de notre enfance. Sous nos toits, son aiguille tendait des pièges fantastiques à la fin. Son aiguille défiait la soif. La machine singère domptait des tigres. La machine singère charmait des serpents. Elle bravait paludismes et cyclones et cousait des feuilles à notre nudité. La machine singère ne tombait pas du ciel. Elle avait quelque part un père, une mère, des tantes, des oncles. Et avant même d'avoir des dents pour mordre, elle savait se frayer un chemin de lionne. La machine singère n'était pas toujours une machine à coudre, attelée jour et nuit à la tendresse d'une fée sous-développée. Parfois, c'était une bête féroce, qui se cabrait avec des griffes et qui écumait de rage et inondait la maison de fumée. Et la maison restait sans rythme ni mesure. La maison ne tournait plus autour du soleil. Et les meubles prenaient la fuite, et les tables, surtout les tables, qui se sentaient très seules au milieu du désert de notre faim, retournaient à leur enfance de la forêt. Et ces jours-là, nous savions que singère est un mot tombé d'un dictionnaire de proie qui nous attendait parfois derrière les portes, une hache à la main. René de Pestre, c'est presque un poème d'actualité. Il est tiré d'un recueil intitulé « Poète à Cuba », publié par Pierre-Jean Oswald en 1976. Et le chapitre... La hache est tombée. Simplement une chose, Pardon. Le chapitre se termine sur un texte du poète tchadien Nimrod, que nous accueillerons ici même au mois de mai. Voilà. La hache est tombée. Elle s'appelait Mai 68. Et autour de mai 68, naissent un peu partout en France, et en particulier à Nantes, des revues de poèmes, à tel point qu'on en dénombre plus de 500 à cette époque-là, rien que des revues de poésie. Mais avec aussi cette incertitude, c'est pour ça qu'on a pris ce titre pour le chapitre, c'est le titre d'un poème écrit à cette époque-là, « Où sont les champs où livrer bataille ?» Ça, c'est ce qui se disait après mai 68, quand tout le monde est retourné dans ses classes ou à l'usine. Les revues, entre elles, étaient assez féroces souvent, parce qu'elles parlaient les unes des autres. Il y avait tout un entrelac de relations. C'était, si vous voulez, un petit peu la blogosphère de l'époque, dans le domaine de la poésie. Alors, je vous donne juste un exemple. Parlant d'une revue qui s'appelle Écolade, et qui donnait dans les fantaisies sonores, parce que c'était aussi l'époque du lettrisme, où on faisait des poèmes du genre « Aïe, tchoum, oh, ah, ah ». La revue Fanal confie au lecteur
Moi, j'aime mieux le dictionnaire ou le calendrier des postes. Voilà. Et une autre revue qui s'appelle L'Échymose, qui commente un numéro de la revue Prisme. À vous, toute ma divine attention a été captée par les deux agrafes centrales absolument identiques. Une belle réussite. Bravo. À la même époque, en 1968, un dénommé Nadiel Biga, qui ne savait pas encore qu'il deviendrait le directeur de la Maison de la Poésie de Nantes, écrivait ceci. « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, disait l'autre connard. Et c'est du fond du désespoir que l'on tire la plus belle bière Phénix, fruit du houblon et de l'eau de la Vésubie. Atchoum, à vos souhaits, mourrez paisibles mes frères, et vous autres. Lâchez les tigres de la Révolution! Tais-toi, Biga. Il est temps de te taire, tu parles trop. Certains soirs, vers 23h, te couchant, tu ne sais même plus ton nom. Tu les tuerais tous, fatigués de la journée, de n'avoir rien fait ou trop fait, du travail ou de la paresse. Ça dépend, tu tuerais, et pas seulement ce cogne bête et dur et plein de morgue qui vient sur toi. Non, tu tuerais tous les mauvais, et les bons n'importe comment, tu tuerais. Ce silence. Ce silence est celui du temps qui passe et qui nous conduit dans l'effervescence des revues des années 70 à la naissance de deux collections très importantes, enfin plus exactement une revue et une collection de poésie. La collection de poésie va fêter cette année ses 50 ans, c'est la collection Poésie Gallimard, fondée par André Velter. Et la revue, c'est la revue Poésie 1. Fondée par les frères Breton et par... comment il s'appelle ? Jean Rizet. Jean Rizet, tous les trois. Et qui a perduré quand même une quinzaine d'années et qui parvenait à vendre sa revue au début 1 franc en faisant de la publicité. Alors des fois c'était assez amusant parce que quand on feuillette les exemplaires de cette époque où il y a de la publicité, y compris pour la collection Poésie Gallimard d'ailleurs, hein, elle n'était pas ennemie, on trouve parfois des effets baroques. Ainsi, une marque annonce « Martini, un verre de poésie ». Et on trouve également la mutuelle vaudoise Accident qui invente un poème qui commence par « Il n'y a pas de rose sans épines, ni d'assurance sans prime ». C'est quand même à cette époque-là, et c'est pour ça que nous avons pris ce titre, qu'on trouve un certain nombre de poèmes qui fracassent au niveau des mots, qui brisent les vers, etc. Et en particulier un émule de la Loire qui, lui, s'occupe du Rhin, qui s'appelle Jean-Paul Clé, écrit un recueil qui s'appelle « La résurrection alsacienne », et en particulier qui comprend un texte à gueuler. Je vais essayer de vous le gueuler à voix basse. Le Rhin est mort. Texte à gueuler. Ça y est, plus qu'une affaire de semaines et de jours. Cet été 1975, le Rhin crève pour de bon. Mais il n'y a plus une goutte de vie. D'herbe, ni d'algues, de lentilles d'eau, ni le plus petit poisson. Sans doute plus une puce d'eau, plus une araignée, plus une mouche sur l'eau du fleuve. Le Rhin est noir, pour toujours. Mais c'est proprement apocalyptique. La horte de l'Europe vire au violet, s'intoxique à l'ordure chimique la plus complexe et s'évanouit vers le nord absolu sans rémission. Le Rhin a pris la couleur « Oh, vous m'entendez ?» Il a pris « Oh, vous m'entendez ?» la couleur d'Hiroshima, la couleur de la marée noire
la couleur du cancer, la couleur de l'angoisse elle-même, la couleur de la mort. Vous entendez ? Alors, dans le même chapitre, des poèmes d'Aragon, d'André Laude ou de Jacques Prévert, qui est peut-être finalement la figure la plus emblématique de cette poésie pour tous. Mais la poésie est inadmissible. D'ailleurs, elle n'existe pas. Dit-on dans le laboratoire périphérique. Ce vers est un vers de Denis Roche. Une autre façon de fracasser, pas seulement le vers, mais la poésie aussi, d'après l'opinion de certains poètes de cette époque. Il n'était pas seul, il y a eu Christian Prigent, il y a eu Marcelin Plenay, Fanette Texier, Jacques Dondy, et quelques autres que vous allez pouvoir découvrir en images. Alors, par exemple, ce poème Lépreux de Jean-François Bory, publié dans une revue, Les Étreintes cosmiques, publié par le Castor Astral. Et le même auteur, Jean-François Bory, a écrit un poème secret. C'était formidable, c'est quand j'ai sorti le livre des cartons, hier, la personne qui travaillait avec moi a feuilleté le livre et elle a essayé d'enlever la page noire qui était tombée entre les feuilles. Ce qui est amusant, c'est que ces poètes qui ont vraiment essayé d'inventer autre chose que la poésie, qui ne s'appelle plus la poésie, d'ailleurs, ça s'appelle Tel Quel, ou bien ça s'appelle TXT, du nom des revues qui les publient. Ces poètes, je dirais, dans leur âge avancé, l'un confie, par exemple, que finalement, il a toujours écrit des choses qui sont très personnelles. L'autre intitule toute son œuvre « La poésie est inadmissible », d'ailleurs elle n'existe pas, parce que c'est le vers de lui qui est le plus connu dans le monde. Et le premier dont je vous parle, qui s'appelle Christian Prigent, a écrit, par exemple, d'une façon très claire, en 1969, le dromadaire, le soir. Car le soir, le dromadaire se ramasse à la pelle. L'onctueuse bête dont oscille mon sommeil, le cou qu'on saute comme la passerelle molle du réel, l'hésitation avant de vivre, la souple allure d'anthropoïde balancée dans les petites brisures de la journée compacte, ce silence où il passe à l'exacte mesure d'harmonie, bref, la belle bête. Hélas, il y a aussi le gros madère. Le gros madère, c'est juste le format au-dessus. Je veux dire l'idée. Quelque chose comme un surmâle. Comme un surmâle accoitant la rumination close de la bête droguée. Ah oui, mais l'hebdomadaire, lui, en a 7 de bosses. Chiffre sacré. Une chaque matin. Introibo ad altare. Et qui rayonnent comme des dents ou des ciboires. Ne pas confondre donc le dromadaire avec l'hebdomadaire. Tous deux de noble race, mais l'un ange, l'autre bête. Multiples bêtes religieuses. Et sur l'autre versant que lorgne le destin, le dromadaire, bête sans face, pustule hargneuse, à la sale démarche de diablesse. Alors, vous l'avez compris, nous sommes là dans une époque, les années 80, où finalement les poètes de la génération précédente, ceux qui avaient vécu au corps à corps avec l'histoire, ou pour ne pas dire, parce que c'était une question de survie, au bouche à bouche avec l'histoire, eh bien, sont un peu mis de côté. L'heure
dans notre société est au pragmatisme économique, à l'élaboration du marché commun, à la gestion des chocs pétroliers, aux réformes sociétales, au chômage qui progresse mais dont on est certain qu'on va arriver à l'endiguer. Et pour les écrivains, je veux dire par là que la pression s'est relâchée, la pression se relâche. Ce temps du corps à corps avec l'histoire est passé et la recherche fondamentale en esthétique peut reprendre. Alors on voit un peu partout des laboratoires d'esthétique littéraire, d'esthétique poétique ouvrir leurs portes et des intellectuels, des critiques, des poètes vont arborer la panoplie d'une révolution qui est purement formelle et l'on range au placard les habits d'autrefois. L'engagement, le lyrisme, l'humanisme. On a un peu tendance à les ressortir aujourd'hui. C'est une bonne idée. Et c'est alors que de nouveau, la guerre survient. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. En 1962, j'étais à l'école normale comme élève. Et à Évian se mijotait l'armistice de la guerre d'Algérie. Bon, il se trouve que j'étais suffisamment engagé pour faire le voyage avec quelques militants de l'époque et que j'ai rencontré, après avoir traversé secrètement le lac, parce qu'on n'avait pas le droit évidemment d'accéder à Évian en direct, c'était barré, j'ai rencontré les dirigeants du FLN, dont le commandant Slimane qui dirigeait les négociations. Il est décédé depuis. Et j'y avais été accueilli, j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai été accueilli par une journaliste qui, à l'époque, travaillait à l'Humanité et qui était aussi poète et qui s'appelait Madeleine Riffaut. Il se trouve que Madeleine Riffaut figure dans cette anthologie. On les tue par le feu, l'eau, l'électricité, eux qui vécurent loin des sources et rêvant d'eau toute leur vie, eux qui grelottaient sans charbon au soleil glacé du Mouloud, eux qui veillaient sans lumière au fond d'un bidonville obscur. La première fois qu'il vit de près une baignoire fut le dernier jour de sa vie. Les poètes de cette section nous font voyager de part et d'autre de la Méditerranée. Nous commençons avec Jean Amrouche, une grande voix de la poésie algérienne d'expression française, puis Jacques Gaucheron, un poète qui vit dans l'Hexagone, puis Jean Sénac, très grand poète algérien, très singulier, qui affirme haut et fort son homosexualité, son christianisme, son anarchisme et son rêve d'indépendance et qui sera assassiné. Il sera d'ailleurs le premier d'une très longue liste de poètes assassinés en Algérie. On n'a jamais retrouvé ces assassins. Et puis Madeleine Riffaut, Anna Grecki, Assia Djebar, qui nous a quittés il y a peu, Boris Vian, et le chapitre se termine avec Habiba Djanine, poète kabyle. En sortant de l'école. Et quoi qu'a dit? À dire un. À quoi qu'a fait? À faire un. À quoi qu'a pense? Pense à rien. Eh ben pourquoi qu'a dit rien? Pourquoi qu'a fait rien? Pourquoi qu'a pense à rien? N'existe pas. Alors vous avez sans doute reconnu Jean Tardieu. Jean Tardieu qu'on aurait pu mettre dans de très nombreux chapitres de cette anthologie.
je pense à peu près partout, parce qu'il est un héritier du surréalisme, c'est un homme engagé, fortement, pendant la Résistance, et puis c'est aussi un fabuleux fabuliste pour les enfants. Bœuf bavant d'aise et d'herbe, qui mâche le temps et tisse, sans le savoir, le fil des rôtis rouges du dimanche. Joël Sadler. Pour parler, dit le cochon, ce que j'aime, c'est les mots porcs. Glavio, grumeau, gueule, grommelle, chafouin, pacha, épluchure, mâchon, moche, miche, chameau, empoté, chou gras, polisson. J'aime les mots gras et porcins, jujube, plèche-bande, pépère, compost, lardon, chou ravé, bouillac, tambouille, couenne, navet vase, chose, choucroute. Je n'aime pas trop potiron, et pas du tout arc-en-ciel. Ces bons mots, je me les fourre sous le groin. Et ça fait un poème de porc. Le savez-vous? Chez ce peuple d'oiseaux, la mode fut qu'on se coupa les ailes. Et pourquoi de l'aile? On ne volait plus guère. On mangeait trop, et l'on marchait si peu, que pour finir, on se coupa les pattes. Quant à chanter, le fait devint si rare que pour finir, on se coupe à la gorge. Norge. Et le précédent, c'était un texte de Jacques Roubaud. Voilà, extrait des animaux de tout le monde. Alors, c'est aussi pour tout le monde que la poésie est mise en musique et chantée. Et là, nous pourrions consacrer une conférence entière, ou une journée entière, à cette grande aventure de la poésie interprétée par tant et tant de voix au XXe siècle. Et nous avons, dans ce livre, retenu une petite sélection. Par exemple, Max Jacob, mise en musique par Francis Poulenc. Guillaume Apollinaire, mise en musique par Jean Ferrat. Francis Jammes, parce qu'on oublie que Francis Jammes est aussi un poète du tout début du XXe siècle, mise en musique et chantée par Georges Brassens. Si je vous dis « Par le petit garçon qui meurt près de sa mère », oui, c'est un texte de Francis Jammes. Jacques Prévert, mise en musique par Joseph Cosma. Si je vous dis « Bandits, voyous, voleurs, chenapans, au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. » Jacques Prévert, qui a été aussi interprété par les frères Jacques, Germaine Montero, Mouloudji, Marianne Oswald, Cora Vauquer, Nicole Martin, Barbara, Reggiani, Serge Gainsbourg, Yves Montand. Je pourrais continuer la liste. Juliette Gréco. Ce ne sont pas des petits noms. Hein. Chanson plus bifluorée. Vous connaissez? Voilà. Guillaume Apollinaire, vous n'en avez pas eu beaucoup jusqu'à présent, à part un verre qui s'est brisé comme un éclat de rire. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour. Ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses, rajeunirais toujours par leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï
descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-toi tant, quelquefois, aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Ô mon unique amour et ma grande folie. Poème prémonitoire qui ne fut publié que très longtemps après la mort de Guillaume Apollinaire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Poème à loup, mais qui est paru pour la première fois en 1947 sous le titre de Ombre de mon amour. Alors, la fin du XXe siècle ressemble à un estuaire. C'est un siècle qui va s'évasant pour la poésie. Vous l'avez vu, elle s'ouvre à la jeunesse. Dans le même temps, elle s'ouvre à la photographie, à l'image, au cinéma. Mais elle s'ouvre aussi à la chanson. Et puis, elle s'ouvre au vaste monde. Et nous avons absolument tenu à terminer ce livre par cet au-delà des frontières, qui est aussi un au-delà des frontières du XXe siècle. Parce que nous nous sommes demandé, au fond, ce qui fondait notre présent. Et il nous est apparu que c'était l'ouverture aux poésies du monde qui probablement fondent aujourd'hui les premières décennies du XXe siècle en poésie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Du grand XXe. Et au milieu du XXe siècle, des éditeurs, des revues avaient déjà ouvert leur catalogue à ces poésies de l'ailleurs. Pierre Segers avait fondé la collection Autour du monde dans les années 50. Il y avait publié plusieurs centaines de poètes étrangers. Il avait même tenté des éditions bilingues, ce qui n'a jamais été quelque chose de totalement évident. Poésien va le faire de façon très nette, en consacrant des numéros entiers à la poésie péruvienne, par exemple, la poésie mexicaine, Castellane. Voilà, le Sénégal, Israël, la Palestine. D'autres revues vont systématiquement, comme la revue Poésie, et non pas Poésie 1, une autre revue, Poésie, qui a perduré jusqu'à l'année dernière, consacrer chaque année des numéros thématiques à des voix venues d'ailleurs. Certaines revues vont même se spécialiser dans la traduction. Il y en a une très belle qui est tout près d'ici, à Saint-Nazaire, la revue MET, M-E-E-T, qui est exclusivement consacrée à l'art de la traduction. Et c'est une revue toujours publiée, je crois, en édition bilingue. Et puis, la collection chez Gallimard, bien entendu, il y aura l'ouverture au Continent Noir. Les éditions Chênes vont créer une collection intitulée « D'une voix l'autre », etc., etc. Et à la fin du XXe siècle, on se rend compte que la littérature de voyage, l'ouverture au monde sont pratiquement devenus des genres littéraires à part entière, avec leur lieu de vie, leur festival, comme le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. C'est l'heure aussi où la poésie s'ouvre, où les poètes dialoguent entre eux et se rencontrent dans des grands festivals, que ce soit à Trois-Rivières au Canada, à Medellín en Colombie, à l'ODEF, puis à Sète en France. Et donc nous avons tenu à terminer ce chapitre avec des voix contemporaines, mais ancrées profondément dans le XXe siècle. Et nous commençons avec 3 poètes qui interrogent la question du lieu à partir des années 70-80. Yves Bonnefoy, Philippe Jacotet, Jacques Dupin, on aurait pu en ajouter d'autres, des gens comme Edmond Jabès ou André Dubouchet. Et nous avons tenu ensuite alors à aller vers des voix
diverses dans le monde d'aujourd'hui. Frédéric Jacques Temple, dont nous avons déjà parlé ici, Brighton Breitenbach, l'écrivain sud-africain. Rita Mestokosho, une écrivaine inou du Québec. Voilà. Un poète australien nommé Peter Bakowski, ou le poète dont je parlerai la prochaine fois, le 15 mars, avec une petite délégation coréenne qui m'accompagnera, Ma Jong-ji, un poète coréen exilé aux États-Unis. Ou Garouche Abdol Malekian, qui écrit en persan ce long poème « Ta robe rouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime ». Il lui a fallu beaucoup de savoir-faire pour ne pas être pris dans les pièges de la police de Téhéran, qu'il a arrêté et qui lui a demandé de bien vouloir s'expliquer sur ce poème. Et nous allons terminer avec un texte qui nous semble alors véritablement emblématique de ce à quoi sert la poésie dans le monde d'aujourd'hui. C'est un texte écrit en Polynésie par Flora Orima de Vatine. Peut-être un jour viendrai-je avec elle, qui sait. C'est une très grande dame, elle n'est pas très souvent en France. En Polynésie, on dit la France. Voilà. Oui. Nouvelle-Calédonie, on ne dit pas la métropole, on dit la France. Hein. Flora Orima de Vatine, qui nous écrit ceci, comme une adresse. Adresse, c'est d'ailleurs le titre de ce poème que nous vous adressons. En deçà et au-delà de nos identités originales, de nos appartenances communautaires, en deçà et au-delà de nos langues détournées, transgressées, de nos noms reconnus, ressourcés, de nos terres, de nos îles morcelées, archipélagées, dispersées, en deçà et au-delà de nos ruptures, brisures, cassures, des clans guerriers, clans paroles, clans écriture, clans mémoire, clans histoire, en deçà et au-delà des mélopées funèbres, désespérance de nos béances, manque dans nos corps, de l'âme et de l'esprit en nos sociétés multiples. En deçà et au-delà de tout ça qui fonde et nourrit nos interventions et écritures particulières, nous gardons et emporterons dans nos bagages quelque essence qui est, sur nos chemins de partage, l'apport par chacun de son brin de conscience, de réflexion, d'humanité, pour commencer à dire ensemble, avec nos mots, nos sonorités, nos musiques intérieures, la chose à transmettre, l'esprit de juste mémoire. Tailler, ajouter, renouer, rénover, aplanir, étendre et retresser la natte humaine. La natte humaine. La natte humaine. Voilà.